Alors, maintenant, on va rentrer dans l'état de l'art. Et j'appelle donc Cyril Malto et Mélanie Bénard-Crozat pour conclure cette session. Je vous en prie. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Maria, cher Cyril. C'est un plaisir de vous retrouver ici à Monaco. On va poursuivre les échanges. Alors, on va rester un peu dans cette dynamique positive que nous a insufflé Stéphane avec les échanges qu'il a portés sur ce début de séquence. Effectivement, alors des chiffres ont été évoqués, hein, entre 1,8% et 2,8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial que peut représenter le numérique. Donc, on va peut-être pas revenir sur l'entièreté des chiffres. En revanche, on comprend bien que, et c'est notamment l'ARCEP qui a publié une étude très récemment sur, eu égard à la multiplication des usages numériques, qui évidemment va ne faire que s'accentuer. Trafic des données, on parle de x6 à un horizon donc 2030. Les équipements qui vont avec, ce serait une augmentation de 65% en comparaison de 2020, si rien n'était fait, mais le si est important puisqu'on l'a compris, la prise de conscience est là et donc les acteurs commencent à agir. Et puis ce qu'évoquait Stéphane aussi en fin de propos, c'est effectivement tout l'axe stratégique différenciant que peut représenter la mise en œuvre d'une stratégie pour un numérique responsable et durable. Alors, pour compléter un petit peu ce qu'évoquait Stéphane, la prise de conscience est là, je viens de le dire. Concrètement, dans les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on voit s'opérer, eu égard à ce qu'évoquait Stéphane il y a quelques minutes? Alors, on voit déjà s'opérer un changement dans les termes, puisque les termes se précisent. On va parler de responsabilité numérique des entreprises, on va parler de numérique responsable, on l'a dit. Donc, on affine les termes, la compréhension. On sort de la phase depuis, ça fait une quinzaine d'années, moi que je travaille sur le numérique responsable. Et au début, c'est prise de conscience qu'il y a un problème. Beaucoup de gens en étaient là, enfin les personnes qui s'y intéressaient. Au bout de 15 ans, on en a vraiment une mise en place de pratiques et de données chiffrées. Et on commence à situer les choses. Donc ça, c'est le plus grand bouleversement ces dernières années. Donc on va commencer, on se rend compte de la matérialité complète de nos systèmes d'information, tous azimuts, qui n'arrêtent pas de grossir, vous l'avez dit, Mélanie. Donc là, on en a pris conscience dans tous les aspects, ce qui s'appelle du cycle de vie. Donc il y a eu des études. Les premières études du programme des Nations Unies pour l'environnement sur qu'est-ce que représente la fabrication d'un ordinateur avec son écran cathodique à l'époque, c'est 2002. Vous voyez, en 20 ans plus tard, là, on en a des études. Donc ça a percolé à travers citoyens, groupes de recherche, universités, organisations gouvernementales comme l'ADEME, par exemple, qui fait des gros travaux. Donc là, on a mis les points sur les i. On a eu des mesures, donc c'est le moment des grandes mesures. On aurait pu rajouter 34 milliards d'équipements connectés évalués, 1,5 milliard de, moi j'appelle ça des ordiphones, mais de smartphones produits chaque année, la moitié mis au rebut la même année. Donc on a commencé à avoir une caractérisation globale grâce à plein d'études. Et là, ça descend dans le détail, parce que 30 000 pieds c'est bien, mais il faut se rendre au niveau terrain. Et donc pour comprendre dans nos systèmes d'information à chacun, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que si on reste à un haut niveau, moi, ça vous parle peut-être 34 milliards, mais c'est quand même loin, les équipements connectés dans le monde. Ouais, ce n'est pas notre réalité immédiate. Alors que quand on tombe dans nos systèmes d'information, là, on a des inventaires qu'on comprend. Là, on a ça veut dire quelque chose, on le voit autour de nous. La bonne nouvelle sur les pratiques, donc là-dessus, il y a un corpus de pratiques qui s'est créé, donc des termes qui se créent, des façons d'analyser les choses. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des pratiques s'appuient sur des pratiques existantes. Donc, ça fait vous faites probablement, plusieurs d'entre vous, de la gestion des services, gestion d'inventaire, architecture d'entreprise. Toutes ces pratiques-là vont simplement être enrichies des pratiques d'éco-responsabilité numérique. Et on a pris conscience, en fait, moi c'est ce que je dis toujours, c'est que le numérique responsable, ou la RNE, alors responsabilité numérique des entreprises pour faire un lien avec la RSE, c'est un peu comme la cybersécurité, sauf qu'en cybersécurité, vous cherchez à protéger votre système des attaques extérieures, tandis que là, on cherche à protéger l'extérieur, alors pas les hackers, mais l'extérieur, l'environnement, des impacts de votre système d'information.
Donc, dans le fond, quand on dit il va falloir optimiser le système d'information pour qu'il soit avec des mesures concrètes, je sais ce qui ne va pas vis-à-vis des thèmes. Alors les thèmes, c'est l'énergie, c'est la ponction des ressources, c'est donc le stress sur les ressources, le stress sur la pollution sous toutes ses formes, émissions carbone, les déchets en bout de ligne, 50 millions de tonnes de déchets par an évalués, identifiés, mondiaux. Mais il y en a probablement beaucoup plus. Donc, en fait, sur ces thèmes-là, eh bien, on est capable de caractériser. J'ai perdu mon fil. On est capable de. On met le doigt sur les bobos. Et oui, c'est comme voilà, on est capable de dire bon, ben, mon système d'information sur tous ces thèmes-là, il a un impact. Comment je fais pour le limiter? Donc, ça y est, on est en train de rentrer dans quelque chose qu'on connaît. Comment revoir le système d'information tout en le protégeant, mais en le rendant un petit peu plus respectueux de ce qui l'entoure. De ce qui l'entoure. Et certains points ont été soulevés par Stéphane. Alors évidemment, la présentation a été très nourrie, donc on ne va pas pouvoir revenir sur toutes les approches qui étaient présentées, mais il y en a quelques-unes qui sont notamment soulignées comme étant peut-être les principales adressées. Alors il y a évidemment l'éco-conception. Il y a d'ailleurs la DINUM en France qui a publié un dossier sur le design numérique il y a quelques jours de cela. On pense évidemment à la durée de vie des terminaux, ce qu'a évoqué Stéphane précédemment. Et puis, il y a aussi un autre sujet qui est la sensibilisation des collaborateurs. C'est ce qu'évoquait aussi Stéphane. Est-ce que ce sont 3 priorités qui sont aujourd'hui clairement prises en compte par les entreprises, les organisations, les institutions, puisqu'encore une fois, c'est collectivement qu'on va adresser ces défis? Alors, ça commence, c'est un bon début. Le 3e point, la sensibilisation, lorsque les organisations ont déjà une démarche RSE, ça commence à venir assez naturellement, parce que c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs, moi je fais partie des praticiens qui parlent de RNE pour vraiment se câbler à ça. Dans la RSE, vous avez des politiques d'achat responsable, déjà beaucoup, on va en avoir besoin en RNE, on a besoin de penser à notre approvisionnement. Le travail que fait la DINUM, la mission interministérielle, tout ce travail que l'État a déclenché à travers les lois aussi, c'est un mouvement, ça cherche à créer un mouvement de fond pour aller vers faciliter l'allongement de la durée de vie, ça veut dire retour à de la maintenance d'une certaine façon, à de la réparabilité. Donc si je veux, il faut que j'ai des critères de sélection de mes technos en amont pour sélectionner celles qui seront le plus réparables. Voilà, donc tout s'enchaîne. Donc la sensibilisation se fait, et en passant, les étudiants là, qui vont arriver dans vos organisations dans quelques années, ils ont tous des programmes d'éco-responsabilité numérique dans les programmes d'informatique, ou presque. Donc ils vont arriver très avertis. Donc nous, les un peu plus vieux, là, moi je suis dans le club des quinquas, bon, je m'y connais, mais si vous êtes un petit peu débutant sur le numérique responsable, c'est le temps de vous renseigner. Parce qu'ils vont vous challenger, les jeunes, et ils ont raison. Voilà. Et ils ont des attentes fortes, et ça en revient à la question du recrutement aussi, et des talents, les faire venir et les garder, parce qu'il y a cette question de sens qui revient au numérique responsable. Sur les aspects, vous avez prononcé le mot loi à l'instant, on voit effectivement que les aspects légaux vont être de plus en plus forts, ça s'accélère aussi, et ça c'est quelque part, souvent on le voit sous l'angle plutôt négatif ou très contraignant, des lois, in fine, certaines réglementations, voire des normes, et là on parle au niveau mondial, on fait référence à l'ISO, peuvent permettre d'accélérer la dynamique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces normes ISO aujourd'hui en faveur du développement durable du numérique? Alors, il faut retenir la date, en 2021, à l'automne, l'organisme ISO, lors d'une assemblée générale annuelle, a pris pour acte que la lutte au changement climatique rentrait dans sa mission. Donc ils se sont donnés comme travail de demander à toute l'étape de rédaction, donc pour ceux qui connaissent ISO, les normes ISO, elles sont définies, maintenues par des groupes de travail internationaux, en représentation des différents pays. Donc nous, en informatique, on a une norme très connue, on a la 20 000, qui est la gestion livraison des services, qui est la 6e, 7e norme la plus utilisée dans le monde. On a la cybersécurité, la 27 000, on en a un certain nombre, la gestion des actifs. Donc, en fait, les travaux ont débuté. Donc, nous, il se trouve qu'à l'association que je représente, la GIT Québec, la petite sœur de l'Alliance Green IT en France, on a proposé, groupe de travail ISO 20 000, de réfléchir aux requis qu'il fallait intégrer sous forme d'une annexe pour commencer à teinter la ISO 20 000, donner des outils à ceux qui utilisent la 20 000 ou qui sont certifiés sous la 20 000. Les organisations sont certifiées. Donc, comment ils peuvent commencer à, dans ces différents processus, rentrer des requis. Donc, ce travail-là, c'est important parce que, vous voyez, la table de rédaction de la 20 000, on a une dizaine de pays. On a les États-Unis, on a la Grande-Bretagne, on a le Danemark, on a le Canada, on en a vraiment des représentations nationales qui se complètent. Il n'y a pas tous les pays, La France n'est pas sur cette table-là.
Mais la France, elle fait un travail avec l'AFNOR. Elle a amené un projet de norme, un peu comme la 27 000, donc dédié à la RNE, tandis que la 26 000, la 20 000, c'était de dire, elle existe, elle est très répandue, comment on fait pour injecter des requis, voilà, pour aider un arrimage d'ailleurs avec ce que propose l'AFNOR par exemple. Donc ça se complète. La 20 000, elle s'arrime avec la 27 000 au niveau cybersécurité. Dans la gestion des services, livraison des services, gérer son parc, sa CMDB, ses changements, on l'attache à de la cybersécurité déjà. Donc on va un peu faire la même chose, vous voyez, c'est toujours la même analogie. Comment on aide nos gens d'exploitation à rentrer dans leurs pratiques des choses qui vont leur permettre d'aller dans le sens que l'on veut, des objectifs fixés par la RNE, mais tout en restant compatibles avec leur exploitation. Donc il y a un gros travail des normes. Il y a une dizaine de normes. L'analyse de cycle de vie, c'est normé. La gestion de l'énergie, c'est normé. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça, ce que ça va permettre de faire aussi, c'est, vous savez, en Europe, et c'est comme au Québec, on est au milieu de nos deux mastodontes qui décident du logiciel, beaucoup les États-Unis, et qui décident du matériel ou qui font le matériel, l'Asie. Nous, au milieu, on n'a que nos idées, nos réflexions. Bon. Et donc, je pense que les normes vont clairement contribuer à mettre tout le monde autour de la table, à parler d'une même voix, parce que qui dit norme dit vocabulaire, dit sémantique, dit on parle des mêmes choses, des mêmes cadres, dont on s'inspire ou dont on est certifié. Et ça va permettre à tout le monde d'avancer dans le même sens et de parler le même langage. Ce qui sera déjà une avancée aussi en soi. Sur les 2-3 prochaines années, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui évoluer les choses? Vous avez parlé tout à l'heure des ressources. Il y a évidemment le stress hydrique qui nous questionne aujourd'hui. La ressource, évidemment, des énergies, et notamment l'électricité, hein, puisque tout à l'heure, on annonçait des chiffres en augmentation, si rien n'a été fait, hein, ce qui correspondrait à une augmentation de 5% en termes de consommation électrique. Et on voit bien, en ratio de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'actualité, qu'il y a un vrai questionnement. La disponibilité des métaux stratégiques aussi pour la création de ces terminaux dont on parle. Comment est-ce qu'on adresse ces enjeux dès maintenant qui vont survenir in fine très très vite? Alors ça s'est accéléré il y a quelques temps. L'élément fort qu'on disait, c'est, vous savez, l'empreinte environnementale de l'informatique, c'est surtout la production, le matériel et la fin de vie. Et là, avec les stress géopolitiques et en lien avec l'énergie, mais pas que, lié aussi au fait qu'on veut électrifier beaucoup de choses, il y a une concurrence de plusieurs secteurs. Donc, si je veux électrifier et que je veux avoir plus d'énergie par photovoltaïque, je vais aller chercher des métaux rares, je vais aller chercher une production en augmentation qui va venir en confrontation avec les mêmes métaux qui sont utilisés pour le semi-conducteur, par exemple. Donc, on a une concurrence de plusieurs filières et qui ramène la problématique de l'énergie disponible et de toute l'empreinte environnementale, voilà, l'épuisement des ressources. Donc, si vous avez une concurrence comme ça qui monte avec des volumes d'exploitation minière qui augmentent, avec tout ce qui est lié à l'environnement en répercussion qui s'aggrave, si vous avez un problème d'énergie, le Québec s'est rendu compte, on est hydroélectrique au Québec, on a vraiment des grandes centrales, et à date on était suffisant. Mais là, l'État s'est rendu compte qu'il n'avait plus tant de marge que ça. Alors parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont électrifiées, mais parce que aussi on a des problèmes d'eau. On a des problèmes de manque d'eau sur certains barrages. Donc les barrages ils se vident, et donc on n'a pas la même réserve d'énergie stockée sous forme d'eau. Donc là, on se rend compte des limites. Alors il faut faire quoi? Il faut repartir des plans de barrage, il faut peut-être aussi réduire l'énergie. Donc nous, en numérique, on a clairement le devoir, comme tous les autres secteurs, de se rationner, d'aller vers un système d'information mieux maîtrisé, qui va donc durer plus longtemps, ça va changer des paradigmes, qui consomment moins, où on sait pourquoi. Et tout à l'heure, Stéphane montrait beaucoup les transverses, c'est-à-dire, vous savez, on dit l'énergie de mes serveurs, de mes postes de travail. Ça, c'est une étape dans la mesure qui est importante. On a les grandes mesures qu'on a dit là, au niveau mondial, puis là, on a des mesures au niveau plus transverse par type d'équipement ou autre. Et là, la vraie grande marche, c'est y aller par service. Donc, je sais ce que consomme mon service de messagerie, je sais ce que consomme mon service de gestion scan de route train, je sais aussi, en gestion des services, on connaît bien la priorité des services, parce que si je dois couper quelque chose pour des raisons énergétiques, parce qu'on n'en a pas assez, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous a dit de faire des économies, si j'ai mon système d'information qui n'est pas assez malléable pour pouvoir baisser sa consommation sur demande, je vais avoir un souci. Ou alors je vais tout couper et puis j'aurai plus rien. Donc, on arrive à ce moment où on doit reprendre le contrôle. Donc, messieurs, dames des DSI, moi je vous invite à redevenir des maîtrises d'ouvrage qui décidez, en lien avec votre RSE, en lien avec ces enjeux, qui reprenez le contrôle de ce que vous voulez faire, où vous voulez amener le système d'information,
avec vos fournisseurs. Effectivement, ce qu'on a aussi bien compris et noté, c'est ce qu'évoquait Maria en ouverture de ces 2 jours de Ready for It, c'est effectivement de replacer l'humain au cœur de ces enjeux, parce que c'est bien lui, effectivement, et donc vous tous, mais quelque part nous tous aussi en tant que citoyens qui quotidiennement pouvons agir, le faisons déjà, c'est plutôt la bonne nouvelle de ce soir, mais il y a encore beaucoup à faire. Et comme effectivement on est avec 2 très bons élèves ce soir, Stéphane et Cyril, nous avons maintenu le timing, et donc on a quelques minutes supplémentaires pour prendre quelques questions dans la salle. Alors, avez-vous des questions à poser? On va vous transmettre un micro. Oui, alors on a une question là, je pense qu'on va pouvoir... Attendez, je vais vous passer le mien. Merci oui, bonjour, Paul Joly, ministère des Finances. Moi j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est que par rapport à la priorité des services, je suis complètement d'accord, mais il faut aussi prendre le coût d'opportunité. Parce que si vous utilisez de la visio, vous faites des économies sur le transport. Et donc, bien évidemment, même si c'est coûteux, il faut voir aussi ce que vous avez économisé par ailleurs. Bien évidemment, ça pose aussi la question de savoir si vous pouvez complètement vous passer du service ou pas. Mais voilà, ça c'était ma remarque. Sur la question, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez en fait de la vision de par exemple Mark Zuckerberg sur le métavers et la compatibilité par rapport aux enjeux tels que vous avez décrits. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'on va vers un monde plus virtuel, ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'on est à un moment important où finalement on va inverser la tendance? Oh, la grosse question. Je réponds rapidement. On n'a toujours pas 4 heures, Cyril, hein, je vous le dis. D'accord, parce que je peux être bavard. Alors en fait, votre information que je seconde, votre question, il y a un point commun, c'est le réel besoin, le besoin fondamental. Le premier point, vous avez dit, mais la priorité du service, il a un usage et il a peut-être un gain positif au niveau environnemental. C'est vrai, il faut le mesurer. Parce que nos services informatiques peuvent aident à des solutions. Moi, j'utilise un service d'autopartage. C'est une solution informatique qui me permet de réserver la voiture en autopartage et de ne pas avoir de voiture personnelle. Donc, je seconde tout à fait votre premier point. Voilà. Le deuxième, dans un numérique contraint, se pose la question de l'usage du métavers. Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait? Est-ce que ça nous apporte tant de choses que ça? Moi, les premières études que j'ai vues même de scientifiques qui ont essayé de travailler avec, c'était pas évident. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet outil-là? Est-ce que c'est pas encore la course en avant technologique? Parce que ça sous-entend beaucoup de ressources pour faire ça. Ou est-ce qu'on peut pas revenir à quelque chose de plus humain? Et alors, des applications de réalité virtuelle peut-être très spécifiques, on l'a vu en médecine d'ailleurs, oui. Mais le métavers, comme le voit M. Zuckerberg, moi, j'y crois pas personnellement. Je trouve ça si je peux me permettre de répondre par rapport à ce point, le droit de réponse. En fait, le métavers apporte la multi-identité et en particulier aussi une espèce d'espérance d'infini de vie, en fait. Donc, est-ce que ça, c'est... Voilà. Ça, oui, voilà, c'est une question philosophique. Moi, je pense qu'on n'est pas assez mature pour affronter ce genre de monde-là, mais de toute façon, dans un environnement contraint par il nous rappelle à l'ordre, hein, l'environnement. Hein. Si mettre des métavers, c'est insoutenable au niveau énergie, on va y aller en mode plus simple. En revanche, c'est peut-être une question qui pourrait être adressée l'année prochaine, Ready for It 2024. Je pense que Sophie et Maria ont entendu l'information. Chère Maria, tu veux répondre à la question ou tu veux nous lancer en 2024? Rendez-vous en 2024, bien évidemment. Mais déjà, rendez-vous ce soir. Nous fêterons la clôture de Ready for It à l'hôtel Beach. Et je vous ai écrit un mail à toutes et tous pour votre départ de demain matin. S'il vous plaît, lisez-le bien, bien, bien. Possiblement avant de boire ce soir. Bon. Encore un grand merci d'être avec nous. Continuons ce soir et merci à nos intervenants. Merci.